Merci bien. En termes de déclaration liminaire, c'est juste vous dire le cadre dans lequel je me trouve à Bamako, qui est, comme vous le savez, j'ai pris part avec les amis et les partenaires du Mali à la 4e réunion du groupe international de suivi et de soutien au Mali. Groupe qui a été créé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ici même à Bamako, et groupe qui est coprésidé par les Nations Unies, par l'Union africaine et par la CEDEAO. La réunion qui s'est tenue ici le 19 avril dernier est la 4e du genre. Nous avons tenu une première réunion le 7 juin à Abidjan. La deuxième réunion s'est tenue ici même le 19 octobre à Bamako. C'est au cours de cette réunion que le concept stratégique a été approuvé par la communauté internationale. La 3e réunion s'est tenue le 5 février à Bruxelles, à l'invitation de l'Union européenne. Et naturellement, la 4e réunion vient de s'achever à Bamako le 19 avril dernier. Eh bien, au cours de cette réunion, nous avons fait l'évaluation de la situation de la transition ici au Mali, et nous avons eu le privilège d'écouter le gouvernement du Mali et d'échanger avec lui sur les différents aspects et principalement les deux piliers de la situation, le pilier politique et le pilier sécuritaire. Sur le pilier politique, nous avons eu des informations sur la conduite de la feuille de route à travers la mise en place de la commission de dialogue et de réconciliation, ce dont tout le monde s'est félicité, et également à travers la préparation prochaine des élections présidentielles, puisque nous avons été informés que les élections ont été maintenant découplées. Il y aura en juillet les élections présidentielles d'abord et les élections législatives suivront après. Nous avons eu des informations sur les différentes mesures qui sont prises ou en train d'être prises pour faire en sorte que tout soit prêt pour des élections apaisées, même s'il subsistait quelques difficultés, quelques obstacles à franchir. Nous nous sommes félicités de la bonne orientation donc de cette feuille de route. Sur le volet sécuritaire, nous avons passé en revue l'ensemble de la situation. Nous avons écouté un exposé du chef de la MISMA, au représentant de l'Union africaine. Nous avons écouté également l'exposé du commandant de la force, la MISMA. Nous avons écouté une présentation de la délégation militaire européenne qui est là pour former l'armée malienne. Et nous avons écouté un exposé des Nations Unies sur les perspectives de la transformation de la MISMA en une force de stabilisation des Nations Unies avec un mandat approprié. Nous avons échangé sur tous ces points, et le constat qui peut être fait aujourd'hui, c'est que la situation se présente sous un jour favorable quant à la sécurisation du pays. D'abord, la libération des zones occupées au nord et également la sécurisation de toute cette région pour que les élections se fassent de façon paisible et qu'on puisse s'assurer que cette sécurité demeure et est irréversible et qu'elle se conforme aux souhaits de la communauté internationale dès le début, qui était le retour de la paix et de la sécurité au Mali, et par ricochet le retour de la paix et de la sécurité en Afrique et dans la communauté internationale. Voilà le constat qui pouvait être fait en ce qui concerne la situation sécuritaire. Nous avons aussi abordé la situation humanitaire, où nous avons noté qu'il restait un important travail à faire pour continuer à mobiliser l'assistance nécessaire pour les personnes déplacées internes au Mali, mais aussi pour les réfugiés qui sont dans les pays voisins. Nous avons par conséquent lancé un appel à tous les partenaires du Mali pour qu'ils redoublent d'efforts pour nous soutenir, pour que nous puissions venir en aide
aux populations réfugiées ou ceux qui ont besoin de cette aide-là. Nous avons été tenus informés que sur l'initiative de la France et de l'Union européenne se tiendra le 15 mai prochain à Bruxelles une conférence sur le développement économique du Mali. Nous participerons à cette conférence et nous avons exhorté tous nos partenaires et tous les amis du Mali à se mobiliser pour que cette conférence soit un succès, pour que la reconstruction du pays puisse être entamée avec confiance. Voilà donc le point que nous avons fait de la situation, et j'ai profité de mon séjour également pour avoir des entretiens et aller rendre visite au haut commandement de la MISMA, au chef de mission de la MISMA. Et enfin, hier, j'ai pu me déplacer à l'intérieur du pays pour aller à Gao, m'entretenir avec les autorités militaires et les forces de la MISMA et les forces françaises présentes à Gao. Et j'ai saisi l'occasion également pour échanger avec la société civile et la population de Gao. Je dois dire que ce déplacement également a été plein de leçons pour moi. J'ai pu écouter les uns et les autres, et le sentiment que je retire est un sentiment que la confiance revient, que la sécurité est là, la confiance revient, la population accepte également le message de réconciliation et de dialogue et de paix, et surtout l'assurance qui nous a été donnée que cette sécurité qui est venue est irréversible. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que cette sécurité-là soit définitive, même malgré la transformation de la MISMA en force de stabilisation des Nations Unies. Les dispositions seront prises pour qu'à tout moment, il n'y ait pas de vide sécuritaire, que le retrait progressif des forces françaises et des forces tchadiennes puisse être remplacé par la montée en puissance de la MISMA et de la force de stabilisation des Nations Unies avec un mandat approprié. Et nous avons insisté que, quel que soit le cas, qu'il puisse y avoir une force d'appui que nous avons appelée force parallèle, qui soit là toujours pour être prêt à parer à toute éventualité. Parce que pour le moment, l'ennemi a disparu, mais rien n'indique qu'il ne tentera pas des incursions ou des actions d'éclat. Et il faut être vigilant et prendre les dispositions nécessaires pour y faire face à tout moment. Mais le plus important que je recueille donc de cette visite, c'est la disposition des uns et aux autres au dialogue, à la réconciliation et à l'apaisement de la situation. C'est une tendance que nous voulons, nous, communauté internationale, encourager, et la CEDEAO par-dessus tout, qui a toujours été aux côtés du peuple malien dès le début pour l'appuyer dans ses efforts. Parce que dès le début, nous avons dit, nous sommes solidaires du peuple malien. Nous n'allons jamais accepter une action qui mette en cause l'unité ou l'intégrité territoriale du Mali. Et la CEDEAO s'est déclarée prête à assister le Mali à recouvrer cette unité et cette intégrité territoriale et à l'accompagner également dans le dialogue nécessaire par la facilitation de la CEDEAO. Et je profite pour rendre un hommage mérité à la mobilisation des plus hautes autorités de la CEDEAO, à commencer par le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui n'a ménagé aucun effort chaque fois que la situation au Mali l'exigeait. Ensemble également, je voudrais reconnaître le travail important accompli par la médiation de la CEDEAO, à travers le président Blaise Compaoré, qui a été à l'origine du premier accord qui a permis à la CEDEAO d'assister le Mali à mettre en place la transition, et qui a été suivi, assisté par le médiateur associé, le président Goodluck Ebele Jonathan du Nigeria, à poursuivre cet effort de dialogue, de médiation, pour permettre que nous ayons une solution politique durable à la crise, étant entendu qu'avec les groupes terroristes et criminels, il n'y a pas de dialogue à envisager. Et nous, la CEDEAO, nous étions convaincus dès le début qu'à un moment ou à un autre, il fallait utiliser la force contre ces mouvements pour lesquels aucun dialogue politique n'a de sens. Et c'est pour ça que nous avons toujours plaidé auprès de la communauté internationale de nous appuyer et aux Nations Unies de nous donner les instruments juridiques nécessaires pour l'usage de la force au besoin pour résoudre la situation au Mali. Nous avons eu le bonheur d'avoir d'abord la résolution 2056
le 5 juillet 2012 qui apportait le soutien politique de la communauté internationale à la médiation de la CEDEAO, au dialogue proposé par la CEDEAO et qui également nous aidait dans la lutte contre le terrorisme en appuyant donc nos efforts. Mais la résolution 2056 n'ouvrait pas encore l'usage de la force. Alors nous sommes repartis à la charge, appuyés par l'Union africaine pour dire qu'il nous fallait un mandat sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire un mandat qui permette à la force, à la mission d'utiliser la force et à la CEDEAO d'envoyer une force armée capable de faire face à la situation sécuritaire du pays. Après plusieurs efforts, plusieurs concertations, nous avons pu obtenir, grâce à l'appui de tous les partenaires du Mali, la résolution 2071, qui ouvrait la voie enfin à une mission sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, mais qui disait encore, d'accord pour le principe de l'usage de la force, mais pour l'autorisation définitive, nous avons besoin d'un autre rapport du secrétaire général des Nations Unies, nous avons besoin de connaître votre concept d'opération, votre stratégie d'usage de la force, avant de vous autoriser donc à utiliser pleinement la force. C'est ainsi que nous sommes revenus. Nous avons, avec l'Union africaine, fourni tous les éléments d'appréciation au secrétaire général des Nations Unies, qui a finalement déposé son rapport fin octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et finalement, de la discussion et des consultations qui ont eu lieu sur la base de ce rapport, nous avons pu obtenir enfin la résolution 2085 du 20 décembre 2012 qui consacre l'envoi de la force internationale au Mali sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et c'est l'occasion pour moi ici de remercier tous les pays qui ont prêté leur concours pour permettre à l'Union africaine et à la CEDEAO et au Mali d'obtenir ces résolutions qui sont le fondement juridique de notre mission et qui nous valent aujourd'hui d'avoir le soutien de toute la communauté internationale pour l'envoi donc de cette force au Mali, force qui est une réalité aujourd'hui. Nous pouvons constater que grâce à l'intervention française, qui est salutaire et qui a permis d'arrêter l'avancée des extrémistes et des terroristes vers le sud, la MISMA a pu se déployer dans de bonnes conditions et je puis donc vous assurer aujourd'hui que sur les 7000 hommes qui étaient prévus par la MISMA, plus de 6200 sont déjà sur le terrain. Je les ai rencontrés à Gao, j'ai été informé par les commandants de la force. Ce déploiement s'est déployé dans un espace de moins de 3 mois. Pour qui connaît les moyens limités de nos États, réussir à transporter sur le théâtre d'opération plus de 6200 hommes en moins de 3 mois, c'est une prouesse qu'il faut saluer. Et je voudrais ici rendre hommage aux autorités militaires de la CEDEAO et de l'Union africaine et leurs collègues des pays stratégiques, des pays du champ, pour l'important travail qui est abattu et qui nous vaut aujourd'hui d'avoir cette force africaine aux côtés des forces françaises pour assurer la sécurité du Mali et la libération du nord du Mali. Je ne saurais manquer d'exprimer encore et de m'incliner devant la mémoire de tous les soldats tombés au champ d'honneur pour notre liberté collective, pour notre paix internationale. Nous ne les remercierons jamais assez. Nous serons toujours redevables de ces vaillants soldats qui sont allés jusqu'au sacrifice ultime pour que nous puissions retrouver la liberté, la paix et la stabilité. Maintenant, le constat que nous faisons, c'est que nous sommes dans un climat nettement plus positif qu'il n'était au début. Il nous paraît maintenant nécessaire de parachever cet acquis en réussissant la fin de la transition par l'organisation d'élections libres, démocratiques et inclusives qui permettraient à un gouvernement légitime de prendre la relève pour s'occuper des problèmes du pays. Parce qu'il est évident que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus durant la courte période de la transition. Mais ce sont des efforts à long terme qui devront être continués par le gouvernement qui sera issu des urnes et qui représentera la volonté populaire du Mali. Je voudrais, avant de terminer, dire encore la détermination de la CEDEAO, aux côtés de l'Union africaine et des Nations Unies, a toujours accompagné le Mali
pour que nous puissions réussir notre objectif qui est commun, à savoir le rétablissement de la légalité institutionnelle au Mali, le retour et la paix au Mali et par ricochet, donc la paix dans la CEDEAO, la paix en Afrique et la paix dans le monde. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous faire comme point liminaire. Et naturellement, si vous avez quelques questions, je pourrais peut-être essayer d'y répondre. Monsieur le Président, au terme de votre rencontre, il vous a été signalé que quelques obstacles subsistent encore à l'organisation, à la tenue des élections. Je voudrais savoir lesquels. Et dans votre exposé, vous dites aussi que l'ennemi a disparu. Moi, je dirais que tout simplement que l'ennemi a disparu par endroits. Il reste 2 îles dans certaines localités du Mali. Je veux parler de Kidal. Et il continue à défier la communauté internationale de le Mali. Monsieur le Président, quand le désarmement du MNLA et la libération de Kidal? Presque le précédent a marché sur ma langue, mais pour achever l'acquis. Là où vous avez terminé, je vais commencer par là. Oui, Kidal, comme il l'a dit, reste un problème, car les citoyens lambda maliens se posent jusqu'à présent sur les conditions et les comportements du groupe MNLA, MIA, MAA, je ne sais quoi d'autre. Alors, qu'elle préconise aujourd'hui la CEDEAO pour aider l'armée malienne, la MISMA, à remonter à Kidal, Thessalite, à Guédor, à Néfis? Si j'ai fait mention tout à l'heure de difficultés résiduelles pour parachever l'objectif de préparer les élections, je faisais référence tout naturellement à la situation à Kidal et à la position du MNLA, qui a fait l'objet de discussions au cours de notre réunion du groupe international de suivi et d'appui. Et le groupe international a réitéré la position et le consensus de la communauté internationale, qui rejoint les positions de la CEDEAO, à savoir que la communauté internationale s'est engagée à aider le Mali à rétablir l'intégrité territoriale et l'unité du pays. Rétablir l'intégrité territoriale et l'unité du pays implique la possibilité pour l'armée d'être déployée dans tout l'espace, dans toute l'étendue du territoire national. C'est un engagement de la communauté internationale et de la CEDEAO d'accompagner le gouvernement du Mali pour atteindre cet objectif. Et je dois dire que grâce à l'intervention des forces françaises, grâce à l'intervention des troupes de la MISMA, nous pouvons constater que les territoires et les villes dont vous parlez ont été libérés. La question résiduelle est la question de Kidal et du MNLA et de sa position de refus du déploiement de l'armée malienne, qui est incompatible avec la souveraineté nationale d'un pays. Dans un pays, il ne peut pas y avoir 2 armées. Il ne peut y avoir qu'une seule. Et la position de la CEDEAO, et là je vous renvoie au communiqué final de la 42e session des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, tenue les 27 et 28 février à Yamoussoukro, et vous verrez bien qu'il est dit clairement que les chefs d'État de la CEDEAO réaffirment leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Ils estiment que l'armée nationale du Mali doit pouvoir être déployée sur toute l'étendue du territoire. Ils invitent au désarmement de tous les groupes armés, y compris les MNLA, et ils ajoutent que la rénonciation à la violence et l'abandon de tout projet sécessionniste sont les conditions minimales pour que les MNLA puissent être acceptés s'ils veulent s'associer au dialogue national et à l'offre de dialogue qui a toujours été sur la table. Alors, donc nous ne comprenons pas qu'on puisse vouloir utiliser les armes à un endroit où l'offre de dialogue est présente et où toute la communauté internationale est unanime pour poursuivre un objectif commun. Maintenant, cet objectif commun, nous sommes prêts à appuyer le Mali pour l'atteindre
dans les meilleures conditions possibles. Et nous comptons sur les Maliens eux-mêmes. Nous comptons sur la commission dialogue et réconciliation qui est sur la tâche pour faire comprendre aux Maliens qu'à cet instant précis, la nation a besoin de l'effort et du sacrifice de tous. La nation a besoin de la compréhension de tous. Et la nation a besoin du concours de tous pour que nous puissions réaliser l'objectif qui nous est commun. Et je ne doute pas que les nombreuses initiatives qui sont en train d'être prises nous permettront d'avoir une solution heureuse à cette situation pour la paix et pour la stabilité au Mali et dans les pays de la CEDEAO. Dans tous les cas, nous réaffirmons avec fermeté cette position. Elle n'a pas changé, la position de la CEDEAO n'a pas changé. Les voies et moyens d'y parvenir, nous sommes aux côtés du Mali pour trouver les meilleures voies d'y parvenir. Mais nous sommes convaincus que nous arriverons à cet objectif qui est indispensable pour l'organisation des élections. On ne peut pas conduire des élections sur une partie du territoire. Les élections doivent être conduites sur toute l'étendue du territoire et c'est la position de la communauté internationale, c'est la position de la CEDEAO. Voilà donc les difficultés qui restent à résoudre, mais des initiatives sont en train d'être prises pour nous permettre de résoudre cela. Des contacts que j'ai eus ici sur le terrain, je puis vous assurer que des initiatives sont activement poursuivies pour que nous puissions trouver une solution heureuse, très rapide à cette situation que vous venez de mentionner. Moi, ma question est surtout où est-on avec le nerf de la guerre, ce qui concerne l'argent. Parce qu'il me semble que sur ce point, les gens restent sur leur faim. Les forces tchadiennes veulent rentrer avec 57 milliards que l'État tchadien a dépensé. Aujourd'hui, le problème du financement du coût de la guerre, on en parle peu. Qu'en est-il exactement chez le président? Bien, je vous remercie pour cette question et vous avez mis le doigt sur un problème essentiel qui est le problème des moyens financiers. Vous savez que dès le début, la CEDEAO, malgré notre bonne volonté, nous avons dit à la communauté internationale, cette situation au Mali n'est pas seulement une situation propre au Mali ou à l'Afrique de l'Ouest. C'est une situation qui incombe à la communauté internationale tout entière. Parce que le terrorisme que nous combattons ici, les criminels que nous combattons ici, c'est pour la paix et la sécurité internationale. Il n'est donc pas normal que le poids repose sur le Mali et la CEDEAO quand nous nous battons pour un combat universel. Il est souhaitable que toute la communauté internationale se joigne à nos efforts pour nous permettre de faire face. C'est d'autant plus que vous connaissez les moyens limités de nos États. Nous ne sommes pas en mesure de faire face seuls à cette situation. C'est la raison pour laquelle le Conseil de sécurité a bien voulu demander au secrétaire général des Nations Unies d'aider l'Union africaine et la CEDEAO à organiser une conférence des donateurs pour trouver les moyens de déploiement de la MISMA. Cette conférence a eu lieu le 29 janvier dernier en marge du sommet de l'Union africaine et je profite de l'occasion pour remercier tous les pays qui ont contribué à son succès. En effet, nous avons constaté à cette occasion un extraordinaire élan de solidarité vis-à-vis du Mali, à commencer par les pays africains eux-mêmes, où l'Union africaine a promis 50 millions de dollars et les pays africains individuellement pris ont également fait leurs promesses, y compris les pays de la CEDEAO. La CEDEAO elle-même a annoncé une contribution de 10 millions de dollars à ce fonds et de l'ensemble des contributions, nous avons pu réunir 455 millions de dollars. Mais ces 455 millions de dollars représentaient à peu près 6 mois de fonctionnement de la MISMA, telle qu'elle était envisagée à l'époque à Addis Abeba. Mais nous avions envisagé que la MISMA puisse être prise en charge par les Nations Unies. Et c'est cette requête qui est en train d'être examinée. Et nous pensons que lorsque les Nations Unies prendront en charge cette force, ils ont naturellement plus de moyens que l'Union africaine et la CEDEAO. Et nous pensons que ça sera l'occasion de prendre le relais des moyens financiers qui sont actuellement à la charge de l'Union africaine et la CEDEAO. Je puis donc vous dire que les 455 millions promis à Addis Abeba sont en cours de mobilisation. Et nous sommes en contact avec tous les pays qui ont annoncé leur contribution pour qu'ils respectent effectivement leurs engagements. Et je puis vous dire que nous commençons à recevoir
donc dans le Trust Fund, la contribution de ces pays. Je puis vous annoncer par exemple que l'Union européenne a concrétisé l'engagement de contribuer pour 50 millions de dollars. Nous avons signé la convention avec l'Union européenne le 9 avril dernier à Abuja et nous sommes en train de prendre les dispositions de la cellule financière qui va gérer spécifiquement cette somme pour qu'elle puisse rapidement être déboursée et qu'elle parvienne aux troupes. Nous avons d'autres pays également, tels que les États-Unis, qui ont promis 96 millions de dollars et qui ont commencé sur cette base à soutenir la MISMA sur le plan logistique, sur le plan des rations alimentaires, qui nous permettent de tenir le cap. Et vous devez savoir également que dans l'urgence du déploiement, vous imaginez qu'il n'était pas question d'attendre que les intendances déboursent des fonds, qu'on passe des procédures, qu'on fasse des transferts, qu'on envoie des chèques. L'urgence commandait que nous demandions aux pays contributeurs de troupes de prendre en charge leurs troupes pour un délai de 90 jours. C'est ce que nous appelons l'autonomie de 90 jours. Et c'est comme ça que les États ont dépêché leurs troupes sur le terrain et jusqu'à présent, ces troupes-là sont à la charge des États qui les ont envoyées. Étant entendu qu'au bout de 90 jours, la CEDEAO et l'Union africaine vont prendre le relais et en attendant que les Nations unies prennent à leur tour le relais. Donc des dispositions sont en train d'être prises avec les États contributeurs de troupes pour que ce relais puisse être pris et les mémorandums, ce qu'on appelle les MOU, Memorandum of Understanding, c'est-à-dire c'est des accords signés entre l'Union africaine et la CEDEAO et les États contributeurs de troupes pour définir les modalités de prise en charge de leurs unités au-delà de la période de 90 jours. Ces documents sont en préparation, en cours de signature, pour que nous puissions assurer le relais au-delà des 90 jours et pour que aussi les Nations unies puissent, si la résolution est adoptée, prendre carrément en charge les relais. Avec les capacités des Nations unies, nous aurons une meilleure capacité logistique, nous aurons une meilleure capacité financière et nous aurons aussi une meilleure capacité en contribution de troupes. Parce que bien que le noyau des forces va demeurer les forces de la CEDEAO et de l'Union africaine déjà présentes, il n'est pas exclu que les Nations unies fassent venir d'autres forces pour ajouter à cet objectif, pour atteindre l'effectif des 11 000 hommes qui sont prévus pour le relais donc des Nations unies. Donc oui, pour répondre à votre question, la situation financière c'est un élément important, mais pour le moment nous gérons ensemble avec nos partenaires la situation en espérant que l'arrivée des Nations unies va permettre de trouver une solution satisfaisante à cette question de financement des troupes. Diplomatique qui se passait à Ouaga. Aujourd'hui, que devient un peu la médiation de Ouaga? La deuxième question, c'est par rapport aux armées africaines. On a vu qu'avant l'intervention française, les armées de la CEDEAO ont pris du temps, ont beaucoup tergiversé avant de commencer. Est-ce qu'on peut dire que toutes les armées de la CEDEAO ont les mêmes problèmes que l'armée malienne? Bien, d'abord pour répondre à votre première question sur le dialogue et la médiation de la CEDEAO, je vous répondrai tout de suite que la médiation de la CEDEAO et l'offre de facilitation de la CEDEAO continue. J'ai eu au début de mon exposé à rendre hommage aux efforts du médiateur de la CEDEAO, car c'est grâce à ces efforts que la transition a été mise en place et que nous avons pu envisager un retour à l'ordre constitutionnel. Je crois qu'il faut reconnaître ce mérite à la CEDEAO et à son médiateur. Je dois dire également, puisque vous faites référence au ballet diplomatique qui avait lieu à Ouagadougou juste avant l'intervention, pour dire que le médiateur avait offert à toutes les parties de s'asseoir sur une même table, et ce sur recommandation de la CEDEAO, de la communauté internationale à travers les résolutions 2071. Le médiateur avait pris donc toutes les dispositions pour inviter et le gouvernement malien et tous les groupes armés qui avaient des revendications politiques de se retrouver autour d'une même table avec la facilitation de la CEDEAO pour ensemble rechercher une solution politique durable et pacifique à la crise. Vous vous souvenez que le médiateur avait invité toutes les parties à un dialogue le 10 janvier à Ouagadougou. Mais c'est les groupes armés eux-mêmes qui ont décliné l'offre du dialogue, d'abord en Sardine, qui a déclaré se retirer du dialogue parce qu'il ne faisait pas confiance au gouvernement de transition du Mali, suivi après par le MNLA. C'est eux-mêmes qui ont rejeté l'offre de dialogue qui était offerte par le médiateur de la CEDEAO.
Et compte tenu de cette nouvelle situation, la CEDEAO a naturellement adopté sa stratégie parce que notre première option, c'est le dialogue et la paix. Mais nous avons dit, au cas où le dialogue et la paix ne seraient pas acceptés, nous ne voyons pas d'autre solution que l'usage de la force. Ça a toujours été la position de la CEDEAO, nous n'avons pas varié. Et c'est la raison pour laquelle, bien avant même l'intervention française, la CEDEAO avait pris les dispositions nécessaires avec les troupes de la CEDEAO pour que des contingents d'urgence arrivent au Mali pour soutenir l'armée malienne à la requête du gouvernement du Mali. Et je dois dire que c'est dès le 29 décembre à Abidjan que les chefs d'état-major de la CEDEAO ont désigné 4 pays qui devaient fournir des bataillons d'urgence pour intervenir au Mali, pour soutenir le gouvernement du Mali, pour arrêter les tentatives d'attaque des extrémistes. Heureusement, l'armée française a décidé d'intervenir, arrêtant donc la progression de ces groupes, mais dès lors, le déclenchement de la MISMA à travers la CEDEAO avait déjà commencé. Vous vous rappelez que le général Bakayoko, le président du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO, était à Bamako dès le 8 janvier ici dernier pour présenter aux autorités maliennes le nouveau commandant de la MISMA, qui venait d'être nommé dans l'urgence pour faire face à la situation. Et le 13 janvier, le commandant de la force et son adjoint étaient à Bamako. Et depuis, ils n'ont plus quitté Bamako. Et le 15 janvier, les premiers éléments des premières troupes africaines étaient à Bamako, y compris l'état-major. Moi-même, je suis arrivé ici le 21 janvier à Bamako. J'ai pu m'entretenir avec les forces françaises à l'aéroport. J'ai rencontré le contingent nigérian. J'ai rencontré le contingent sénégalais qui venait d'arriver la veille. J'ai rencontré le contingent béninois. J'ai rencontré le contingent togolais. J'ai eu une séance de travail avec l'état-major de la MISMA à l'école de maintien de la paix. Et le commandant des forces tchadiennes est venu nous trouver là-bas pour une harmonisation avec le commandant donc, de la MISMA pour une unité d'action dans le nord du Mali. Et au moment où nous étions en réunion là-bas, on nous annonçait que les éléments du bataillon burkinabé ont franchi la frontière et se trouvaient à Ségou le 21 janvier. Alors, quand vous parlez d'hésitation des armées africaines, permettez-moi de ne pas être de cet avis. Je pense que nos armées ont fait un effort méritoire, compte tenu des moyens qui sont les siens. Et je vous rappelle que la plupart des armées qui sont sur le territoire malien sont venues par la route, par leurs propres moyens, avec cela, ce que cela suppose et ce que cela prend comme temps. Mais c'est pour ça que j'ai dit que le fait que nous ayons sur le terrain 6200 hommes en quelques 2 mois, venus par leurs propres moyens, sauf quelques-uns qui ont pu être héliportés ou transportés par avion, le gros de la troupe est venu par la route et par leurs propres moyens. Je crois que c'est un effort méritoire qu'il faut saluer, c'est une détermination qu'il faut saluer, et pour ma part, les ayant vus sur le terrain, les ayant vus à l'œuvre, je puis vous assurer que la CEDEAO est fière des armées africaines. La CEDEAO est fière des officiers et des soldats qui sont sur le terrain, et la CEDEAO est fière de l'efficacité du dispositif sécuritaire qu'ils ont mis et qu'ils continuent de mettre, parfois dans la discrétion. Parce que nous attendons souvent, nous avons entendu plusieurs fois dire oui, les Africains sont absents du terrain, les Français sont là pour se battre, les Tchadiens sont là, mais il n'y a pas de force de la CEDEAO. Nous avons toujours eu un dépit pour cela, parce que moi qui suis sur le terrain, qui connais le mouvement des troupes sur le terrain, ça me fait de la peine quand j'entends ce genre de commentaires. Ce n'est pas parce que les militaires ne sont pas à Bamako qu'ils ne sont pas là. Les soldats nigériens ont franchi la frontière et sont partis à Gao sans passer par Bamako. Les Tchadiens ne sont pas venus à Bamako. Les Burkinabés ne sont pas venus à Bamako. Mais au moment où on parlait, ils étaient déjà sur le terrain, ils occupaient leur position. Donc je crois qu'il faut leur rendre cet hommage et leur rendre cette justice, de dire qu'ils ont agi. Ils continuent d'agir dans la discrétion, dans l'anonymat. Aucun éclairage, aucun de vous de la presse, vous n'avez mis en lumière ce qu'ils font. Mais ils sont sur le terrain. Je les ai vus à Gao. Si j'avais pu aller à Tombouctou, je les aurais vus. Ils sont dans d'autres cantonnements. Le contingent togolais est là, le contingent burkinabé est là, ils sont sur le terrain, chacun faisant son travail. Et je crois que c'est la conjonction de tout cet effort qui fait le succès actuellement de l'intervention au Mali. Je pense que nous devons rendre hommage à l'entièreté des soldats qui sont sur le terrain, mais nous ne devons pas oublier également de féliciter les soldats de la CEDEAO, les soldats africains qui ont fait un travail remarquable. Voilà ce que je voulais donc dire en guise de réponse à votre question. Demandez en conséquence le désarmement de tous les groupes armés, notamment les MLNA. Et vous poursuivez
À cet égard, nous demandons à la communauté internationale et aux forces alliées de faciliter le déploiement des forces de défense et de sécurité maliennes. Une question. Est-ce à dire que les alliés empêchaient l'armée malienne de se rendre à Kidal? Si oui, pourquoi? Bien, merci. Je crois que cela ne veut pas dire que les alliés empêchent l'armée malienne d'aller à Kidal. Toutes les armées que vous voyez au Mali sont venues pour soutenir l'action et les efforts de l'armée malienne. Et la position que vous venez de rappeler, que j'ai dite, et qui ne fait que reprendre d'ailleurs la position des chefs d'État de la CEDEAO et de la réaffirmer, c'est la réalité. Toutes ces forces qui sont là ont un même objectif, rétablir l'intégrité territoriale et la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national. Et j'ai dit tout à l'heure que nous concevons que les élections doivent être organisées sur l'ensemble du territoire national. On ne peut pas organiser des élections dans une situation où une partie du territoire est occupée par des groupes armés. Cela est inacceptable du point de vue de la CEDEAO et c'est la raison pour laquelle nous avons renouvelé l'appel de la CEDEAO qui est de permettre par tous les moyens le déploiement de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une urgence à régler cette situation et les voies et moyens pour y parvenir sont maintenant l'objet d'échanges et de concertations entre toutes les parties prenantes pour que nous puissions trouver une solution heureuse à cette situation. Voilà ce que je vous ai dit en entretien liminaire et je préfère donc réitérer cela pour dire notre position de principe, c'est celle que vous avez réaffirmée, elle n'a pas changé, elle ne changera pas. Maintenant, nous voulons utiliser les voies les meilleures, étant entendu que pour notre objectif, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la sécurité pour tous. Mais c'est aussi le retour du Mali à l'ordre constitutionnel normal par des élections que toute la communauté internationale soutient et attend avec beaucoup d'impatience. Donc c'est notre devoir à tous d'accompagner le Mali par tous les moyens de trouver une issue heureuse à cette situation. Et cet accompagnement ne va pas manquer. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que nous plaçons beaucoup d'espoir dans le travail de la commission de réconciliation et de dialogue qui a un important rôle à jouer pour permettre que nous puissions dépasser tous les problèmes que nous pourrions trouver sur notre route grâce à la compréhension des uns et des autres, grâce à la mobilisation de tous les Maliens qui doivent comprendre que leur intérêt n'est pas de déclencher des conflits armés, mais plutôt d'aller résolument vers la paix, avec l'appui de la communauté internationale et avec l'appui de leurs frères africains qui sont toujours à leur côté et qui désirent comme eux que nous puissions arriver à la fin de cette transition. Donc voilà ce que j'ai dit et ce que je voulais donner comme précision par rapport à ce que j'ai dit lors de la réunion du groupe international de soutien et de suivi. Et moi, mon inquiétude, c'est par rapport à l'organisation des élections. Est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, vous avez songé à rencontrer l'ensemble des acteurs de la classe politique pour établir un code de bonne conduite afin d'éviter le syndrome ivoirien? Bien, pour répondre à votre question, je dis tout à l'heure que la CEDEAO est prête à accompagner le Mali dans l'organisation des élections. Et ceci n'est pas spécifique au Mali uniquement. Nous accompagnons tous les pays de la CEDEAO qui organisent des élections. Ils ont toujours le concours de la CEDEAO. Et nous enverrons certainement une mission d'information au Mali pour échanger avec tous les acteurs, pour voir en quoi la CEDEAO peut contribuer à la bonne organisation des élections, pour nous assurer que toutes les conditions sont réunies pour une bonne élection. Et naturellement, nous enverrons des observateurs pour suivre sur le terrain le déroulement de ces élections. Donc c'est pour vous dire que la CEDEAO accompagnera le Mali dans ce processus et que, oui, nous enverrons une mission qui viendra dialoguer avec tous les acteurs pour nous assurer que toutes les conditions sont prises, que le dialogue est inclusif, que tout le monde se sent un sentiment d'appartenance parce que ces élections doivent être ouvertes à tous et être inclusives et être paisibles. Mais nous avons le devoir d'échanger avec les autres. C'est notre tradition d'ailleurs de le faire, pas seulement au Mali. À chaque fois qu'il y a une élection dans un pays africain de la CEDEAO, nous envoyons une mission d'information et de contact qui prend contact avec la classe politique, qui prend contact avec les candidats, qui échange avec les structures chargées d'organiser les élections pour voir en quoi la CEDEAO peut être utile et également nous permettre d'avoir une idée plus précise des conditions qui sont réunies pour permettre la bonne préparation des élections. Et naturellement, nous donnons à cette occasion également nos conseils à toutes les parties prenantes
pour que nous puissions avoir des élections réussies. Eh bien, je peux vous assurer que ça sera le cas également pour les élections prévues au Mali. Les députés qui sont chez vous au Burkina, les 6 députés élus, qui sont cachés chez le président Blaise Compaoré, à quand vous allez nous donner? Merci beaucoup. Mais je dois dire que c'est vous qui m'apprenez la nouvelle qu'il y a des élus au Burkina. Lorsque j'aurai de plus amples informations, je pourrai réagir. Mais comme ça, à chaud, venant d'apprendre de votre bouche cette nouvelle. Il est chez vous là-bas. Il parle tout le temps à... Voilà qui me termine à cette conférence. Non, je dis simplement... Je dis seulement que je ne suis pas au courant de ce que... Moi, je suis ici en tant que président de la commission de la CEDEAO. Je viens d'Abuja, je suis ici. Vous m'apprenez une nouvelle. Je ne suis pas au courant de ce que vous me dites. J'écoute ce que vous m'apprenez comme nouvelle et je vous dis que l'apprenant de vous et n'ayant aucune information additionnelle, n'ayant aucune preuve, je ne peux pas, à ce niveau des débats, m'avancer sur quelque chose que je ne connais pas. Si vous me posez une question sur quelque chose que je connais, je vous réponds. Mais si vous me dites des informations que je n'ai pas eu le temps de vérifier par moi-même, je ne suis pas en mesure, malheureusement, de commenter ni de vous répondre. Voilà. Merci. Bien. Voilà, c'est moi qui vous remercie pour votre patience et votre écoute. Et puis, je vous informe qu'il y a un cocktail qui est offert dans le jardin de l'hôtel avec Oui, bonjour, ça va? Ah, de RFI, comment ça va?